Et bonjour, bonne journée à vous. Merci. Bonjour tout le monde, nous sommes en compagnie de Michael, un sans-abri, et il va nous raconter son histoire. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, Michael, 36 ans, voilà, j'ai eu un grave accident de la route en 2007 qui m'a coûté mon métier, qui a fait que je me suis retrouvé à la rue il y a quelques mois. Et donc du coup j'attends un peu pour retravailler. Qui t'est arrivé comme accident, tu peux nous dire? J'ai un camion poubelle qui m'a percuté de pleine face en deux roues. J'ai eu tout le bras gauche de refait en microchirurgie. Et je ne savais pas si j'allais remarcher pendant un an. Donc ça a été compliqué, oui. T'es resté à l'hôpital combien de temps? Un an et demi. 1 an et demi à l'hôpital? Oui. Et t'as pu remarcher directement après ou Au bout d'un an. au bout d'un an? J'ai commencé à avoir les jambes qui rebougeaient seulement au bout d'un an. Waouh. Et tu prenais des cachets, comment ça se passait? Oui, des cachets pour la douleur, parce que toute la main gauche était totalement refaite, parce qu'elle était totalement broyée. Donc il y a eu 19 heures d'opération rien que pour le bras gauche. La mâchoire aussi, il y a des dents qui ont été refaites, parce que j'avais du casque au fond de la bouche, donc ça a été assez compliqué. D'accord. Et du coup, t'es à la rue, on va dire, depuis combien de temps exactement? Un an environ. 1 an? Oui. Et tu fais la manche dans ce quartier, c'est où que Place tu... du Puy ou François Verdier, toujours à Toulouse. Tu restes toujours dans le même secteur ou tu changes quand même? Oui, non, je reste dans le même secteur. Pour quelle raison? Parce que les gens commencent à m'apprécier ici, que je suis bien vu et que pour moi c'est un des meilleurs quartiers où il y a un meilleur passage et puis un meilleur rythme de vie et de bien-être. Les gens t'apprécient, tu dis, dans le quartier? Oui, pas mal de gens, oui. C'est-à-dire, ils te saluent, ils te parlent? Salut, les commerçants m'apprécient aussi. Il y en a qui me proposent des avantages que je ne prends pas souvent parce que je le prends que quand vraiment il y en a besoin, comme un café ou un chocolat chaud de gratuit. Il y a pas mal de choses que je préfère que les gens d'abord l'achètent plutôt avant de leur demander. Sauf si vraiment ce jour-là je me sens pas de faire la manche, qu'il n'y a pas la possibilité de faire le reste de ce qui me manque pour aller dormir au chaud des fois. Bah, du coup je demande aux commerçants des fois qui m'avancent le reste et puis ils me l'avancent jusqu'au lendemain la plupart du temps. Ah, ils sont... c'est-à-dire des boulangeries, La boulangerie, il y a des restos, il y a un magasin qui s'appelle Biodivin qui est juste à côté de François Verdier, qui est un magasin de vin, où ils me font les billets quand j'ai de la monnaie, que du coup, même les bars qui avaient à Place du Puy, qui quand il me manque 5-6 euros me l'avancent, me le donnent largement à chaque fois. Donc il y a les invendus aussi du Carrefour rue de Metz tous les dimanches soirs, parce qu'ils ferment plutôt les dimanches le Carrefour. Oui. Et ils donnent les invendus, donc ça fait du bien aussi, ça fait des plats chauds. Et des fois, est-ce qu'ils te mettent de côté pour toi en particulier? Oui. Ok, donc vous avez vraiment créé... Un lien. Donc il y a une solidarité avec toi parce que tu es gentil aussi. Respect envers les gens, je respecte le magasin, je nettoie toujours ma place aussi. Quand je fais la manche et que j'ai des mégots ou des miettes ou des déchets, bah, je les jette toujours au fur et à mesure. Pas beaucoup de respect au magasin. Tu crées pas de problème? Non. Jamais en état d'ébriété, à embêter les clients? Ça fait 11 ans que j'ai arrêté de boire. Combien de temps? 11 ans. D'accord. Tu prends autre chose? Oui. Ah. On va dire de la cocaïne. Je suis honnête de toute façon avec les gens. Donc, Et t'essayes d'arrêter ou... j'essaie d'arrêter. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, je réduis. En étant tout seul, là, ces derniers temps, je retraîne tout seul pour aussi me réduire parce qu'à plusieurs, c'est plus compliqué. Mais tout seul, j'arrive à me gérer quand même beaucoup plus qu'en étant à plusieurs. D'accord. Et je vois là que sur tes lunettes, elles sont abîmées, etc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est d'autres personnes de la rue qui m'ont tabassé et que du coup, j'ai eu le nez cassé et le verre de lunettes cassé. Pourquoi ils t'ont tabassé? Parce que j'ai pas voulu leur donner une cigarette quand ils m'ont demandé une roulée, que pour eux, ce jour-là, je m'étais mis à leur place sur un autre magasin. Et donc du coup, ils m'ont juste demandé une cigarette quand ils sont arrivés. Après, ils m'ont dit, c'est notre place. Et du coup, j'ai dit, oui, moi je m'en vais. Et ils m'ont pas laissé partir. Et un coup de poing dans la figure, un gros coup de poing dans la figure, j'ai eu le nez en sang et le verre qui a sauté. T'es allé au médecin, comment? Oui, aux urgences. Et du coup, ils m'ont dit que c'était le nez qui était cassé. Les lunettes, il faut que je les refasse faire. Il faut que j'ai repris rendez-vous chez Ophtalmo. Alors, c'est un peu cool. Ça c'est fréquent ce genre d'altercation ou pas? Entre personnes à la rue, oui. Beaucoup. C'est pour quelles raisons en général qu'il y a des bagarres?
pour prendre l'argent de l'autre, pour aller prendre la drogue plus vite que sans avoir à faire la manche de la part des autres. Tu t'es déjà fait voler des choses? Oui. La plupart du temps, on duvet, des affaires. Donc oui, ça a été. Il y en a beaucoup qui volent aussi des médicaments parce qu'il y a des médicaments qui se revendent assez bien pour les gens à la rue, qui sont pour les drogues à la base, pour arrêter les drogues, et que les gens à la rue revendent pour pouvoir se payer leur autre drogue qu'ils prennent à la place. D'accord. Et t'as pas trop peur le soir? Tu dors où là en ce moment? Là en ce moment dans un parking. Donc après, je dis pas le nom du parking parce que c'est vrai que sinon ça peut Bien sûr. être mauvais. Donc voilà. Et ça va, c'est un lieu sûr? Oui, ce parking-là, oui. T'es tout seul quand tu dors ou t'es avec d'autres personnes? Tout seul. Tout seul. Et ça t'est déjà arrivé d'être embêté quand t'étais dans le parking ou pas? Par un vigile, une fois un matin. Tu peux nous raconter? Je suis réveillé à coups de gazeuse. Oh là là. Au lieu de parler, le vigile m'a pas réveillé du tout et m'a mis m'a vidé la moitié de sa gazeuse sur la figure. Donc oui, ça a été compliqué ce jour-là. Et a shooté dans mes affaires alors qu'il me demandait de les ranger et de partir au plus vite. Il a donné des coups dans tes affaires? Oui, des coups de pied dans le sac et dans mes affaires qui étaient par terre en me disant de les ranger au plus vite. Alors que j'étais en train d'essayer de m'essuyer les yeux parce que l'argel poivré qu'ils ont dans leur gazeuse était assez fort et piqué. Mais t'es allé porter plainte parce que c'est pas normal ça. On va dire que pour eux, j'ai essayé de porter plainte. On m'a dit ils sont dans leur droit. Ah oui? Parce que pour eux, sur les caméras, on n'a pas le droit de... Ils me voient pas. Et le vigile a dit que j'avais été agressif, alors que non, j'étais même pas réveillé. Ah là là. Et du coup, là, t'as un peu peur, ou le matin, tu plies tes affaires plus tôt? Comment tu fais maintenant pour éviter? J'essaie de me réveiller plus tôt et de plier mes affaires au plus vite. Dès que je me réveille, en 5 minutes maxi, je pars. D'accord. Et donc tes journées, tu peux nous raconter un peu les journées types? Une journée type, le matin, je fais environ 2-3 heures de manche environ parce que après il y en a qui marchent mieux que d'autres à la manche, mais moi comme j'ai un respect envers les gens et que je fais rigoler les gens, les gens sont quand même pas mal généreux avec moi. Et donc du coup après on va dire que je me prends mon premier truc de drogue dans la journée. D'accord. Pour aussi me poser un peu et aussi déstresser du stress de la rue parce que c'est pas évident. Et donc du coup après je reviens dans l'après-midi et je me fais encore 2-3 heures de manche et je refais pour moi tout seul. Quand je suis tout seul, j'arrive à faire que deux séquences de manche de 3 heures. Sinon quand on est à plusieurs et que après les personnes ont abusé, je faisais presque 10 heures de manche par jour pour subvenir à mes besoins en drogue et aux besoins des autres, et alors que eux me remboursaient pas sur leur part, que eux ils mettaient pas non plus des grosses sommes, et qu'après du coup moi je m'endettais envers des personnes qui me fournissaient de la drogue, et qu'après les personnes que j'ai aidées ne m'ont pas remboursé ou ne m'ont pas aidé à rembourser, du coup après ça a été mal aussi avec les fournisseurs de drogue aussi. Mais du coup là maintenant tu me disais qu'avant tu étais avec des gens, là maintenant tu fais bande à part, t'es tout seul, t'as décidé, c'est fini? Depuis combien de temps? Depuis 2 semaines seulement, j'ai commencé à vouloir rester seul vraiment et prendre sur moi, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être seul en étant dans la rue, mais c'est mieux d'être seul que mal accompagné dans la rue. Ouais, tu penses que t'étais mal accompagné, c'était pas des vrais amis, enfin. Non, ils font croire qu'on est leurs amis, et puis dès qu'on n'est pas avec eux, ils parlent derrière nous, ils nous cassent du sucre sur le dos, et du coup ils sont prêts à même carotter leur propre famille, on va dire, ou leur propre frère. Donc la plupart des gens ici à Toulouse à la rue, donc oui, non, c'est... On peut pas faire confiance? Non, aux gens à la rue, non. Est-ce que tu vas dans des associations pour chercher à manger ou pas? Non, moi non. Parce que la plupart des gens me payent à manger largement, même je suis obligé d'en donner quasiment tous les jours aux autres qui sont à la rue. Ah, t'en distribues? Parce que t'en as trop? Tellement on m'en donne, moi oui, on m'en achète, oui, je distribue, je suis obligé. Parce que je suis pas quelqu'un qui jette, la plupart des autres gens à la rue, ils les jettent à la poubelle, même les sandwichs triangles, moi je les mange même plus, j'arrive plus. Après on me paye souvent aussi des restos ou des repas emportés au resto. Donc oui, ça fait du bien aussi, ça change aussi des sandwichs triangles. C'est vrai, on te paye le restaurant? Oui. Quel genre de resto par exemple? Genre le Versant qui est un restaurant montagnard
qui est à François Verdier. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me paye des croziflettes et avec un dessert en plus. Le restaurant aussi, des fois m'apporte des petits plats d'eux-mêmes parce que j'ai fait connaissance avec le cuisinier de ce restaurant-là aussi. Donc, ça m'arrive d'aller aux toilettes aussi dans leur magasin parce que la plupart du temps, les toilettes en ville, les sanisettes qu'on appelle ça, sont complètement dégueulasses et impossibles d'utilisation. Et hors service la plupart du temps. Donc on préfère aller dans les bars ou dans les magasins qui ont des toilettes en demandant, en disant on est à la rue et puis même on laisse nos sacs dans le magasin pour éviter qu'ils croient qu'on se drogue dans les toilettes. Parce que la plupart des sanisettes ici en ville servent à la plupart des personnes qui se droguent dedans. Donc, Et pour te doucher, tu vas où par exemple? Il y a une association qui s'appelle l'Australada qui est le secours catholique à Arnaud Bernard. Pour 20 centimes le petit-déj et 20 centimes la douche. Et c'est un gros petit-déj, une bonne douche chaude. Après, pour les vêtements propres, il y a Emmaüs au marché d'ici Saint-Thomas qui, tous les mardis et les vendredis, distribue au moins un change pour les gens à la rue. Donc, ça fait du bien aussi. Et t'es jamais allé dans un centre d'urgence d'hébergement pour dormir? Non, parce que la plupart des gens que j'ai hébergés sur Toulouse, quand je suis arrivé sur Toulouse, que j'avais mon appartement et qui étaient à la rue, et étaient dans ces centres-là, et je me suis aperçu en fait que c'est à cause d'eux aussi que j'ai perdu mon logement à ce moment-là, et que j'ai commencé à dégringoler un peu plus dans les Roms. Et même mon propriétaire m'avait dit quand il m'a pardonné mon bail que c'était pas à cause de moi, mais à cause des personnes que j'avais aidées et de ma curatrice. Parce que quand j'ai eu mon accident de la route, j'ai fait exprès de me mettre sous curatelle parce que j'avais pas du tout les mêmes revenus. Passer de 5 700 € de salaire en tant que climaticien sur Paris à 200 € d'AH par mois. Et j'ai préféré me mettre sous curatelle parce qu'on a plus le même train de vie, on peut dépenser des choses pareilles. Après là, la curatrice que j'ai sur Toulouse depuis 2 ans, on va dire n'est pas très coopérative et ne m'aide pas du tout. Voilà, elle n'est pas dans mon sens. Elle est un peu spéciale. L'ancienne que j'avais sur Toulouse est partie en grave maladie et donc du coup on a renvoyé mon dossier au tribunal des tutelles pour changer de tutelle. Et du coup on m'a mis elle sans avoir le choix, qui est une curatrice privée parce que la plupart c'est des associations. Moi j'ai préféré prendre une indépendante parce que les indépendantes sont plus joignables et sont plus normalement sont plus présentes. Et là, tu touches du coup, tu touches une aide par rapport à ton handicap. Oui. Mais ça te suffit pas pour retrouver un logement. Là, c'est ce que je suis en train de faire parce que depuis que j'ai perdu mon logement, les 2 premiers mois après que j'ai perdu mon logement, je n'avais plus de compte. Parce qu'avec ma caratrice, ça s'était mal passé l'été dernier et que du coup mes comptes à la poste venaient juste d'être fermés quand j'ai perdu mon logement. Et ils ont mis 2 mois à envoyer les chèques que la curatrice a reçus pour les mettre sur la nouvelle banque. Du coup, à ce moment-là, j'étais à la rue déjà depuis 2 mois. Et donc, du coup, ma curatrice ne m'avait pas prévenu d'un rendez-vous que j'avais par rapport à la justice depuis 2021. Et du coup, je me suis retrouvé 2 mois et 10 jours en prison. T'as été 2 mois et 10 jours en prison? Oui. C'était au 1er février. Pour quel motif? J'avais fait des vols en 2021 et j'avais un rendez-vous de suivi depuis cette affaire. Et puis du coup la curatrice ne m'a pas prévenu du rendez-vous quand j'étais à la rue parce que c'est elle qui a été prévenue. Et du coup comme je me suis pas présenté à un rendez-vous, mon sursis est tombé. D'accord. Et comment c'était en prison? Difficile, de plus en plus difficile. Mais on va dire que les surveillants pénitentiaires ne prennent pas en compte quand les gens vont mal la plupart du temps, ou ils mettent du temps à prendre en compte qu'on va mal, même quand on a un petit rhume. Ils mettent peut-être 1 semaine à nous répondre et nous envoyer à l'infirmerie pour aller voir un médecin. On est 4 par cellule maintenant la plupart du temps, alors que normalement c'est des cellules de 2. Donc sur 9 mètres carrés on est 4. C'est quand même assez difficile. Et du coup là, à la sortie de ta prison, est-ce que ça t'a fait encore plus réfléchir sur ta situation, te donner encore plus envie de m'en sortir? Après, moi, je compte retravailler. De toute façon, j'ai toujours voulu retravailler. C'est quelque chose qui me fera pour sortir. Je peux pas retravailler déclaré jusqu'en septembre. À cause de l'accident, la MDPH m'avait interdit de travailler depuis l'accident en 2007. Et donc, du coup, je sais qu'il n'y a que le travail qui me sauvera. Après, le contrat de travail est déjà signé pour retravailler au mois de septembre. Ah, nickel, dans quoi? La boulangerie, là, à Lopin. Ah, bravo! Ça doit te donner
Le sourire, de nouvelles perspectives. Oui. Et par contre, pour le logement, comment tu vas te débrouiller pour... Bah là, je suis en train de rechercher un propriétaire particulier parce que par agence, avec les frais d'agence, ça fait un peu cher. Et puis la plupart du temps, les agences, même les personnes à la hache, ne les prennent pas. Alors qu'une curatrice et avec la hache, pour un propriétaire particulier, ça suffit pour servir de garant. Ah oui. Curatrice. Et ils ne demandent pas 3 fois le loyer tant qu'on a le garant et qu'on est structuré. Et du coup, tu cherches un particulier sur Internet. Comment tu fais Internet. Et après, par les associations aussi, j'ai aussi l'Australada à Arnaud-Bernard, le Secours catholique qui me cherche aussi quelque chose. Il y a l'organisme d'addiction où je suis, ARPAD, qui me cherche aussi une solution. Il y a plein d'organismes qui me cherchent un peu et de gens que je connais au fur et à mesure qui m'aident et qui me cherchent aussi des solutions. Est-ce que les gens, tu vois qu'ils ont un comportement différent par rapport à ton handicap, le regard qu'ils peuvent avoir sur toi ou dans la générosité qu'ils peuvent avoir avec toi aussi? Non, pas du tout, parce que même la plupart du temps, même les gens me défendent, même sur le handicap. Après, j'ai un point de vue du handicap que j'avais déjà moi avant d'avoir mon accident, parce que mes 2 parents étaient handicapés. D'accord. Donc le handicap, moi je le voyais déjà autrement. Et il y a même des gens qui ont trouvé ça bizarre parce qu'une fois j'ai un petit enfant autiste qui est passé devant moi. Sa maman était passée devant moi juste avant en m'ignorant totalement. Et le petit enfant autiste est passé devant moi. Il m'a tendu les bras comme ça pour me faire un gros câlin. Ah. Et je l'ai pris dans mes bras et la maman elle s'est retournée. Elle a vu qu'il avait pris son fils dans mes bras sans rien dire et puis avec plaisir. Et la maman, elle a dit c'est la première fois que je vois quelqu'un comme ça qui accepte aussi facilement de prendre quelqu'un un enfant qui a un problème d'autisme dans ses bras. Et après, elle m'a dit qu'il n'a pas du tout refusé, qu'il n'a pas hésité du tout. Et du coup, la dame, au lieu de m'avoir quand même ignoré au départ, elle a sorti un billet de sa poche, par exemple 50 €. Voilà, elle a dit c'est la première fois que ça arrive à mon fils qui tend les bras comme ça vers quelqu'un de la rue. Après, il y a beaucoup de gens de la rue qu'on est stigmatisés quand on est devant les magasins. Ils disent ouais, mais il faut travailler, il faut pas rester comme ça. Ouais, mais de toute façon, si on vous donne de l'argent, c'est pour l'alcool. Pas forcément. Après, on demande surtout de la nourriture. C'est pas. Il y en a beaucoup qui sont dans l'alcool. Oui. Mais la plupart du temps, on mange quand même parce que c'est important de manger. Toi, tu préfères manger plutôt que avoir ta dose de drogue ou... Tout à fait. Tu privilégies quand même la nourriture? Oui, tout à fait. Parce qu'avant mon accident, j'étais sportif de haut niveau aussi. Et je travaillais en tant que chef pâtissier sur Paris. Je faisais du triathlon en équipe de France. Et donc du coup, oui, pour moi, la nourriture a toujours été importante. C'était mon addiction le soir avant. Et comme je l'ai toujours dit, et que tout le monde ne le sait pas, quand on a une addiction et qu'on essaie de l'arrêter, on la transfère toujours sur une autre addiction. Donc moi, l'addiction au sport et au travail que j'avais avant d'avoir mon accident, je l'ai transféré au départ sur les drogues, après l'accident, donc en premier sur le cannabis et sur l'alcool, les premiers temps. Et puis après, d'un moment dans l'alcool, je me suis dit, et si moi un jour je reproduis la chose que m'a fait le monsieur qui m'a percuté. Qui était sous emprise d'alcool? Qui était sous emprise d'alcool à 3,5 grammes au volant de son camion. 3,5 grammes, ok, c'est énorme. Je me suis dit, si un jour moi je reproduis ce qu'il m'a fait en étant au volant et en brisant la vie de quelqu'un, est-ce que je m'en remettrais? Et ça fait un moment que j'ai arrêté. Donc, après, j'ai arrêté l'héroïne en 2018 sans méthadone, sans chimique, qui sont des médicaments qui sont exclusifs. Bravo. La plupart des gens ici à la rue revendent, même s'ils en ont encore besoin la plupart du temps, parce qu'ils arrivent à les revendre aux autres de la rue qui les prennent plus pour pouvoir se payer leur dose de drogue. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur en étant à la rue? De vivre dans le froid et dans la peur de dormir, de pas trouver un endroit où dormir des fois. Parce que maintenant, la plupart des parcs virent même en pleine nuit. Donc c'est difficile de trouver même des endroits où dormir, des halls d'immeubles. Ça arrive des fois maintenant qu'on trouve des halls d'immeubles pour dormir. Et donc du coup, voilà. Donc difficile d'accessibilité. Et quand tu dors dans les parkings, par exemple, tu dors que d'un seul œil, non? T'as pas peur? Non, après dans celui où je dors un peu plus tranquille maintenant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui y vont. Parce qu'ils ont peur à cause de ce qui s'est passé pour moi, comme la gazeuse au réveil. Comme c'est déjà arrivé à pas mal de gens, parce que je suis pas le seul à qui c'est arrivé à la rue,
casernisant ce parking, mais toujours avec la même vigie. Jamais un autre. Les autres nous disent de partir une demi-heure, 3/4 d'heure et de faire un petit tour parce qu'ils sont obligés en nous parlant, en nous réveillant, qui sont vus par les caméras, de nous dire d'aller faire un tour pour qu'ils ne perdent pas leur travail, on va dire. D'accord. Mais le plus dur donc pour toi, c'est trouver le soir de pas savoir où est-ce que tu vas dormir. Oui. Après, ça arrive que des fois, je décide de ne pas prendre de drogue le soir pour aller à l'auberge, parce qu'il y a des auberges pour les personnes à la rue qui sont à 25 € la moins chère. Et après, il y en a des un peu plus chers où on peut amener des chiens, mais c'est 5 € de plus par chien et qui sont. Mais que, voilà, donc ça peut être compliqué pour les gens à la rue d'y aller quand il n'y a pas de place au 115. Donc, oui. Sachant qu'en hiver, le 115, on a beau les appeler tous les jours, ils disent toujours il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Tu les as déjà appelés plusieurs fois, ça... Tous les jours. Tous les jours? Quasiment tous les jours. Et pas de place? Non, et des fois on met 1h30 à les avoir au téléphone. 1h30? Oui. Et t'attends comme ça Non, faut rappeler à chaque fois parce que ça coûte 10 minutes. Donc c'est un... Il faut rappeler toutes les 10 minutes? Oui. D'accord. Ah oui, c'est de quoi décourager, quoi. Oui, la plupart du temps, oui. Quels sont tes projets donc pour l'avenir? On va parler un peu d'avenir. Moi, retravailler, donc déjà il y a le travail qui est fait, le contrat est signé. Après, je compte aussi passer de l'autre côté, on va dire, des personnes de la rue, parce que j'ai un groupe de prière que j'ai depuis 2 ans avec des personnes que j'ai connues et qu'on a créé pour les gens à la rue. C'est un groupe de prière pour les gens à la rue. Et les personnes avec qui j'ai créé ce groupe de prière sont dans des maraudes ou dans des associations qui font des maraudes, et je compte passer de l'autre côté du truc pour aussi donner de l'espoir aux gens à la rue que on peut s'en sortir et qu'on n'est pas obligé de toujours rester comme ça. Tu veux devenir donc bénévole par la suite pour aider les personnes en situation de précarité? Waouh, c'est super. C'est aussi la chose qu'on peut s'en sortir, que c'est la preuve aussi. Dans les associations d'addiction, il y en a déjà des gens qui ont été dans les addictions et qui sont maintenant dans ces associations, qui sont éducateurs et qui peuvent nous en parler. Et ça permet de se dire, on peut passer aussi de l'autre côté du truc. En fait, même si on est à la rue, on peut, et qu'on se retrouve plus à la rue, on peut en parler. Après, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Je connais des gens à la rue qui sont des chefs d'entreprise, qui à partir d'un divorce n'ont plus réussi à travailler, à pouvoir vivre, et se sont mis dans une tente au bord du canal et n'arrivent plus à vivre, se faire à manger ni rien, faire leurs courses, vivre normalement. J'ai changé du jour au lendemain, et il y a beaucoup de gens qui maintenant m'en parlent et arrivent à me demander des explications sur pourquoi je suis à la rue et pourquoi on en est arrivé là, et si ça peut arriver à tout le monde. Et je leur dis oui, ça peut arriver à tout le monde. Moi j'étais sportif de haut niveau, donc je touchais 5 700 € par mois pour le travail. Combien? Pour la pâtisserie, 5 700 € par mois. T'étais à Paris, c'est ça? Oui, chez Le Nôtre à Paris. Le Nôtre, ok, waouh. Et j'étais en équipe de France de triathlon. Ça me faisait environ 3 000 € environ par mois en plus. Donc ça faisait du 8 700 € par mois, ça faisait quand même des bonnes payes. Exactement. Donc après, ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain de se retrouver avec un problème parce qu'il arrive un événement qui fait qu'on n'y arrive plus après s'en sortir, en fait. Tout à fait. Et aux personnes, par exemple, qui regarderaient la vidéo et qui portent un jugement des fois hâtif sur les personnes sans abri, tu leur dirais quoi à ces personnes-là? De savoir d'abord comment est la personne et du parcours de la personne. Par où est passée la personne et comment est la personne avant de la juger au premier regard. Ok. Merci beaucoup, Michael, pour cette interview très intéressante. De rien. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Pas de soucis. Merci à toi.